Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Je vous salue à nouveau après les médias sur Sud Radio avec Gilles Gansman. Et bien maintenant, nous nous retrouvons pour mettez-vous d'accord, nos quatre débattrices, débatteurs, nos quatre invités autour des grands débats du jour. Alors du jour, eh bien, c'est Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui ne lâche rien, à peine nommé. Il n'y a pas eu de trêve des confisures pour lui. Il est monté au créneau contre le trafic de drogue, le fameux narcotrafic. J'aime pas cette expression. N'empêche que c'est le terme consacré, voilà. Et il est aujourd'hui à Marseille pour essayer d'aider son personnel pénitentiaire qui est face à des menaces, notamment, bien sûr, au Beaumet à Marseille. On parlera de ce sujet et puis on parlera aussi encore, on commentera encore, si vous le souhaitez, puisque vous pourrez intervenir avec le 0826 300 300, nous donner votre avis aussi, commenter, intervenir dans les débats, débatteurs parmi les débatteurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, 0826 300 300, vous nous appelez. On évoquera donc le président de la République, ses vœux et cette idée de permettre aux Français de trancher. C'est quoi? Qu'est-ce que ça cache derrière? Peut-être un référendum, la proportionnelle. Cette idée monte en ce moment puisqu'il ne peut pas y avoir de débat de société dans un référendum présidentiel. En revanche, il peut y avoir un référendum sur les institutions et notamment peut-être passer un vote à la proportionnelle pour les législatives. C'est une idée qui monte en ce moment. Alors qui avec nous pour débattre de ces sujets? Eh bien, nous avons quatre débatteurs ce matin, à commencer par Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors vous êtes en direct de Toulouse où vous intervenez très souvent évidemment pour Sud Radio. Vous êtes la correspondante de Sud Radio et de cette équipe. Vous coordonnez l'équipe de Sud Radio à Toulouse et puis eh bien, vous êtes éditorialiste et vous-même vous intervenez. Vous êtes avec nous, bonne année à vous. En tout cas, ravi de vous retrouver. Aussi. Avec nous en studio, Mathieu Bacalone. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour, communicant, conseil notamment de politique avec M2B Conseil. Plutôt, allez, j'aime bien donner la sensibilité politique de nos débatteurs, plutôt centre-gauche. Comment est-ce qu'on fait? Plutôt la gauche républicaine. La gauche républicaine, très bien, merci. Mehdi Raich, vous êtes libéral, notamment en matière économique, le marché, les entreprises, la création libéral de richesses, voilà. Libéral, non, c'est pour éviter de ne dire que ça, oui. Qui veut tout dire et qui veut rien dire. En tout cas, vous êtes le porte-parole de ce think tank, de ce groupe de réflexion qui est Génération Libre. Mehdi Raich, vous êtes avec nous, bienvenue. Bonjour et bonne année à vous. Et mes meilleurs vœux à tout le monde. Eh bien, super. Et Christelle Manasme, qui était avec nous déjà il y a quelques heures, l'année dernière, 2024, c'est vrai. Vous êtes Christelle, une élue, vous êtes l'élu des quatre débatteurs ce matin, puisque vous êtes démissionnaire du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges qui sera renouvelé bientôt, et vous êtes donc LR et membre du conseil départemental, c'est-à-dire l'ancien conseil général qui gère le département du Val-de-Marne. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule, bien sûr, c'est la tradition de se mettez-vous d'accord. Et on va commencer avec tout de même, pour certains d'entre vous, une réaction assez virulente, ou plutôt un coup de cœur, parce que vous voulez positiver, en rendant hommage aux fonctionnaires de la nuit. Mathieu Bacalone. Oui, nous sommes encore. C'est la nuit de la Saint-Sylvestre qui était donc il y a peu de temps. C'était un coup de cœur, effectivement. Pour saluer tout. Alors, on parle beaucoup des forces de l'ordre, effectivement, qui étaient sur le pont la nuit du 31, partout sur le territoire. Et vous voulez rendre hommage à tous ceux qui ont bossé cette nuit-là? Exactement. Alors, on dit les fonctionnaires et les agents de l'État. Oui, parce que c'est en grande majorité les fonctionnaires et les agents de l'État. Il y a effectivement, donc on disait les fonctionnaires de police, les gendarmes, mais aussi le personnel hospitalier, et ne pas oublier aussi celles et ceux qui ont ramené les fêtards chez eux, notamment dans les agglomérations, notamment en région parisienne, les chauffeurs de bus, les cheminots, les conducteurs de métro et les conducteurs de métro, les traminots, comme on dit, qui ont été effectivement sur le pont toute la nuit. Pour la seule Île-de-France, il y avait 12 lignes qui fonctionnaient, 24-24. Et donc, je voulais qu'on en parle un peu, parce qu'on a tendance à souvent parler des transports quand ça ne fonctionne pas, c'est le jeu de parler des cheminots en parlant de leurs avantages acquis, et j'aimerais qu'on parle d'eux aussi en disant qu'ils sont quand même présents sur le pont la majorité des gens font la fête ou ont l'esprit ailleurs. Ils sont là pour nous, donc un grand merci à eux.
d'avoir été présent cette nuit-là. On dit beaucoup de mal, c'est bien noté, c'est votre coup de cœur, vous positivez la chose, et notamment Exactement. cette nuit de la Saint-Sylvestre, et pour 99% des gens, c'était une fête, même ceux en difficulté, et souvent on critique nos services publics, mais il faut bien reconnaître que ce sont des moments où on voit à quel point c'est assez huilé, ça fonctionne, et le pays roule, et d'ailleurs, dès que ça commence à être un petit peu en difficulté, on le ressent immédiatement, parce que Vous connaissez l'adage, une énorme machine. on parle des trains, on parle uniquement des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bien sûr. Donc forcément, Spécialité et journalistique. vous avez raison de rappeler que tous ces agents anonymes dont on ne parle pas, et c'est la normalité. On a l'impression que ça fait partie du paysage, et en réalité, quand ça se grippe, on voit bien qu'ils sont essentiels au fonctionnement du pays, dans les bons comme dans les mauvais moments, et donc dans l'organisation des grands événements. Il y a eu, je sais plus, quasiment 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. C'est assez énorme. Alors évidemment, on va pas être bisounours et dire que tout s'est bien passé. Oui, On c'est sait ce que que j'allais vous malheureusement, dire. comme depuis des années, il y a eu des incidents. Mais se dire que si les agents de sécurité, si les fonctionnaires de police, les forces de l'ordre n'étaient pas présents, ce serait le chaos le plus total. Et Mathieu Accialone, c'est votre côté républicain de gauche, mais tout de même, est-ce que c'est pas une façon de vouloir occulter ce qu'a souligné encore ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en disant c'est trop, on ne peut plus avoir cette tradition de la violence et de la casse dans la nuit de la Saint-Sylvestre. On demandera à Christine Bouillot comment ça s'est passé à Toulouse, mais à Paris, ça a été en Île-de-France, mais surtout à Paris, il y a eu encore de la casse. Il y en a eu à Lyon aussi beaucoup. Voilà, c'est pas à Strasbourg, non, c'est pas évidemment, mais possible. quoi. mon but n'était pas je vous ai dit, d'être bisounours et de dire que tout s'est bien passé, mais de tirer mon coup de chapeau pour toutes les personnes qui étaient mobilisées cette nuit-là. Et cette tradition, malheureusement, existe, vous l'avez dit, depuis plusieurs années. Mais force est de constater que vous parlez de Paris, de Lyon, de Toulouse, mais ça existe aussi dans d'autres pays européens, parce que il y a eu notamment en Allemagne. Moi, j'ai un tropisme un peu franco-allemand, donc je suis pas mal ce qui se passe en Allemagne. Oui. Il y a eu des incidents assez graves, notamment la nuit du 31 à Berlin, avec. C'est pas que chez nous, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas pour légitimer ce qui se passe chez nous ou minimiser, mais de dire que c'est malheureusement un phénomène européen Oui. qui se passe dans beaucoup de métropoles et dans beaucoup de capitales. Christelle Niers. Non, déjà, effectivement, oui, il faut saluer le travail de nos agents, de toute la fonction publique. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on parle chez nous du terme tradition. Enfin, je veux dire, on met le mot effort. Effectivement, moi, j'ai fait je suis dans une première vie, quelques festivités aussi en Hollande, en Allemagne. Ça se passe pas tout à fait comme ça. On parle pas de tradition. On a des gens qui arrivent, notamment en Hollande. On a la tradition là-bas, parce que là, ça, c'est une vraie tradition pour le coup, une tradition honorable. On fait des feux d'artifice. Les gens, on tire des feux d'artifice dans la rue toute la nuit. Et on boit aussi, on boit beaucoup. Mais on et casse pas. Et on ne casse pas. Et ça se passe dans de bonnes conditions. Et chacun rentre chez soi dans l'état qui est ce qu'il est une fois qu'on a fait la fête. Mais on n'a pas... parce que nous, on est sur le pont, toutes nos forces de l'ordre, les élus, les pompiers, tout le monde est sur et ça, c'est vrai pour le 14 juillet. À chaque fois qu'il y a des festivités, le 31, où on commence à s'inquiéter parce qu'on sait, moi je vous le dis, en tant qu'élu sur une ville, sur des premières fonctions, le 31 et le 14 juillet, on demande aux habitants de rentrer leurs poubelles parce qu'on sait qu'on va avoir des feux de poubelle, des véhicules, on leur demande d'être vigilants. Enfin, ce terme tradition est gênant. On n'a pas, on est dans un pays où on se retrouve à avoir des véhicules brûlés. On pourrait brûler tout à fait autre chose, des pétards, des feux d'artifice. Il faut dire d'ailleurs on fait pas la fête d'une manière cohérente. Il faut dire que cette année, le ministère de l'Intérieur avait mis en place un dispositif avec les douanes pour empêcher l'importation, alors qu'ils étaient interdits à la vente chez nous, de feux d'artifice aux frontières allemandes. Et les Allemands ne comprennent pas. Ils disent, ils voient arriver les Français acheter les feux d'artifice chez eux. Ils disent, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh ben non, parce que les utilisent de façon à peu près sereine. Quoi. Exactement, ouais. Exactement, tout à fait. Sauf que chez nous, c'est pour tout à fait autre chose. Alors Christine Bouillot, comment ça s'est passé à Toulouse la nuit de la Saint-Sylvestre? C'était quand même très sympa de manière générale, mais est-ce qu'il y a eu aussi quelques écarts virulents dont on ne va pas utiliser le terme de tradition, parce qu'en effet, c'est pas joli de l'appliquer à ça. Oui, la tradition, moi je m'interroge effectivement d'utiliser ce terme-là, et d'ailleurs je pense que même en termes Autant de pour sémantique... moi, mais à culpa, je l'utilise plus. Mais simplement, c'est un terme journalistique qu'on utilise depuis des années, comme si c'était une fatalité récurrente, et qu'on devait s'y habituer, comme si effectivement ça faisait partie de la scénographie classique d'un passage à la nouvelle année que de brûler des voitures. Alors étrangement, sur l'agglomération toulousaine, même
même plutôt Montpellier, bordelaise, il n'y a pas eu trop d'incidents, mais dans des villes périphériques. Je prends l'exemple de Rodez. Ça s'est porté dans les petites villes. Dans les petits quartiers, dans des quartiers périphériques de villes moyennes, dites moyennes. C'est le cas du côté de Rodez à Aulnay-le-Château. C'est si joli Rodez, quel dommage. On a vu effectivement, et c'est assez sidérant de voir donc ce cocktail qui amène à brûler des véhicules. Alors comment endiguer ça? J'avoue que tout le monde a essayé les parades éventuelles, effectivement, d'essayer d'empêcher la vente de carburant, la vente d'explosifs sur le territoire, mais on va dans le pays d'à côté. Rentrer les poubelles, surveiller sa voiture, la déplacer pour la mettre ailleurs, etc. Le ministre de l'Intérieur a raison de dire que ça touche en général toujours des gens qui sont des classes... c'est les plus modestes dont la voiture est brûlée. Hein. Exactement. Pas toujours, mais beaucoup. Et c'est un. Alors il y a eu une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le ministère de l'Intérieur avait pris, je ne sais plus quel ministre était à ce moment-là, place Beauvau, le parti de ne pas comptabiliser le nombre de voitures, pour pas qu'il y ait une sorte de surenchère entre cités, entre quartiers, entre villes, pour dire et que certains se disent. Eh ben moi j'ai brûlé plus de voitures que toi, ou ça a été plus chaud chez moi que chez toi. Donc voilà, donc c'est vraiment un phénomène absurde qui mène nulle part, qui n'a aucun sens et qui est une revendication qui n'en est pas une, hein, parce que c'est quoi qui se cache derrière? Oui, mais le non-sens, c'est le new futur que veulent m'exprimer justement, peut-être, je les excuse pas, hein, mais ceux qui brûlent ça, c'est de dire, bah voilà, on existe ce jour-là. Alors on y reviendra, on salue en tout cas nos auditeurs et nos auditrices de Rodez, de Figeac, de ce magnifique, de cette zone dans le Loc notamment, et on est avec eux de tout cœur si ça a un petit peu brûlé et cassé là-bas à Rodez cette nuit-là. Mais il y a pas eu que ça, il y a une très très belle fête aussi. On se retrouve tout de suite, c'est les grands débats, bien sûr, avec Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. À tout de suite après l'Hebton 300. Et écoutez, je serais ravi de vous accueillir ici à l'antenne. Mehdi Raich, qu'est-ce que vous inspire ce commentaire sur l'idée qu'il fallait saluer nos fonctionnaires, et pas que, mais tous ceux qui se sont portés bénévoles fonctionnaires? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut aussi saluer les personnes qui nettoient aussi le lendemain, parce qu'il y a pas mal de... Ça, je pense que c'est peut-être même le plus dur au fond. Mais je voulais rebondir sur 2 points, sur le fait que Bruno Retailleau, il a pour une fois donné des chiffres des voitures brûlées. C'était quelque chose qu'on ne faisait plus depuis longtemps. Oui, parce que c'était extrêmement déprimant. Voilà, et puis il y avait une espèce de concours indirect qui pouvait se faire, et je trouve que... On voulait éviter que telle cité dise j'ai plus brûlé que telle autre. Et je trouve que c'est une excellente idée, puisque ça a tendance à plutôt responsabiliser, et ça montre aussi l'ampleur du phénomène. Qu'est-ce qu'il y a une bonne idée? D'arrêter de donner les chiffres, ou de revenir de redonner les chiffres. Je trouve que c'est une bonne idée pour le coup. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait sens, on voit l'ampleur du phénomène. En fait, à ne pas dire les choses, je trouve que ça, en fait, on met de la poussière sous le tapis. Moi, je veux qu'on me dise la situation telle qu'elle est. Et le fait de dire que la nuit de Saint-Sylvestre, excusez-moi, il y a tant de voitures brûlées, moi je trouve que c'est une question de responsabilité, et puis c'est aussi le ministre de l'Intérieur, donc il doit donner ces informations-là. Il peut pas préférer la transparence à ce qui est un peu du politiquement correct à vos yeux. C'est une critique qu'on fait souvent en politique, le manque de transparence. Pour une fois, quelqu'un le fait, quelqu'un le dit. Moi je trouve que c'est une excellente chose. Et je voulais rebondir sur un dernier point aussi, c'est plus qu'une... Je suis d'accord avec le terme de tradition, pour moi il n'est pas très bon. En revanche, je pense que c'est devenu une culture. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Quoi, de casser, de brûler? Oui. Les voitures à la Saint-Sylvestre? C'est ce que je disais hors antenne quand je faisais mes études à Sciences Po Strasbourg. Effectivement, les quelques nuits avant le 31, on entendait les scies sauteuses sur les vélos pour en faire des mortiers. C'était monnaie courante. Donc c'est devenu une culture, c'est devenu... pour aussi avoir un peu connu... C'est-à-dire que les jeunes, enfin ceux qui avaient l'intention de s'exprimer cette nuit-là, préparaient l'événement. Ça se retrouve aussi dans le comportement comme une fête, des pompiers et des policiers. C'est-à-dire que les policiers ne sont pas là pour intervenir s'il y a des débordements. Ils viennent pour protéger les pompiers qui, eux, interviennent lorsqu'il y a des feux ou des débordements, des voitures qui brûlent. Donc, opérationnellement, on les comprend. Ils n'ont pas trop les moyens de faire mieux. Hein. Justement, donc on voit bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc je trouve que voilà, ce qu'a dit Bruno Retailleau, pour le coup, est intéressant. Alors je ne vais pas jusqu'à notion d'ensauvagement et tout, ça c'est un autre débat, mais le fait de donner les chiffres, de montrer l'ampleur du phénomène, je trouve ça très important, et ça montre de la transparence, et c'est quelque chose dont je pense que le citoyen a besoin. Mais n'hésitez pas, c'est pas un autre débat. L'ensauvagement, l'idée que c'est une autre... Vous venez d'introduire cette idée, puisque vous dites c'est toute une culture. Vous êtes d'accord les uns et les autres avec... Sur les chiffres sur les chiffres, oui, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit sur les chiffres. Tout le monde sait que les voitures brûlent. Je vous disais, il faut maintenant en finir avec le politiquement correct. Il faut revenir à donner les
si, les chiffres. Très bien, vous voulez m'emmener, vous faire tirer. Non, mais c'est venu de là. C'était notamment des élus socialistes qui ont dit non, il faut pas, surtout les pauvres petits, il faut pas dire qu'ils sont meilleurs à tel endroit. Je suis pas sûr que Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve à l'époque puissent être suspectés d'angélisme sur la question. Ça date d'un peu avant. Pour le coup, c'est pas un ça date d'un peu avant. Pour le coup, sur la question des voitures qui brûlent, c'était un petit peu absurde. Mais il disait, on sait très bien que les voitures brûlent, c'est pas parce qu'on a pu les chiffres que les voitures ne brûlent plus. Oui. Il y a à côté, il y avait à côté un peu ubuesque de cacher ça. Après, le fait qu'ils puissent, j'entends l'argument qui dit qu'il peut y avoir une compétition entre les quartiers. Mais enfin, si on en est à se dire qu'on va pas donner les chiffres parce que c'est un aveu de faiblesse atroce de la part de l'État. Aveu de faiblesse. Ouais. Donc vous êtes d'accord pour qu'on renoue avec l'idée de dire, bah voilà, il y a eu X milliers de voitures brûlées à tel endroit ou à tel endroit, et on doit le dire. On doit surtout, non seulement on doit le dire, on doit surtout essayer d'agir pour que ça ne brûle plus. Et alors, sur cette idée que c'est une culture, finalement, on se prépare la baston à des moments qui devraient être plutôt festifs. En réalité, quand ça existe depuis, c'est pas un phénomène isolé. Je dis, ça existe pas depuis 2 ans. Enfin, on sait tous que ça existe depuis une trentaine, voire plus de. Non, mais vous me disiez tout à l'heure, c'est quand même, on le voit à Berlin, on le voit dans d'autres. C'était une spécificité française qui commence à arriver chez nos voisins européens. Ouais, on les a contaminés. Mais je disais pas que ça n'existait pas en France, bien le contraire. Non, c'est une tradition dans le mauvais sens du terme, puisqu'effectivement, ça existe depuis une trentaine d'années. Ouais. Christelle. Moi, je suis assez d'avis effectivement de dire les choses, de mettre les mots, de donner des chiffres, parce qu'effectivement, l'effet, c'est que quand on met un mouchoir sur tous les sujets, on se réveille 10 ans plus tard, avec les conséquences de tout ce qu'on n'a pas voulu voir et qu'on a regardé ailleurs. Et ce thème-là, sur le sujet de cette culture, je trouve que le terme est plutôt bien choisi. C'est vrai pour plein d'autres sujets, sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration. Aujourd'hui, c'est le débat. Faut-il ou ne faut-il pas? Et comme on n'ose pas en parler parce que c'est ou pas politiquement correct, ou qu'on n'a pas envie de le dire pour une raison ou une autre, on se retrouve à gérer les conséquences. Et pourquoi je trouve que le terme culture est bien choisi? Parce que c'est effectivement, ça se niche dans ça pose la question de comment on fonctionne en sauvagement, comment on fonctionne dans notre société, comment on s'amuse, comment on crée du lien avec l'autre. On accepte finalement de fait, avec l'aveu d'échec ou d'impuissance, on accepte les faits et on accepte. C'est toujours pareil. On avait été surpris par la taloche de Bayrou aux gamins, mais c'était une façon de dire non. Mais c'est comme le père de famille, il n'y a pas toujours la bonne formule, mais au moins la petite gifle, c'était une façon de dire non, stop. Ça, c'est pas possible, c'est pas permis. C'est cette culture-là. Mais c'est ça, c'est effectivement le cadre. Et c'est vrai qu'en France, depuis un bout de temps, on pratique la culture du on laisse faire, un petit peu laxiste. C'est pas tolérable. Quand on ne s'amuse pas. Dégrader n'est pas jouer. Manifester n'est pas casser. Exprimer ses idées n'est pas détruire ni l'institution, ni bloquer l'institution, ni détruire en permanence la société. Il y a profondément une manière de s'exprimer qui est devenue beaucoup trop violente dans la société française et qui est beaucoup trop tolérée, jamais condamnée, et on préfère regarder ailleurs. Mathieu, ça, c'est plus possible. Mathieu, attendez, parce que... Avant Toulouse, vous voulez dire un mot, Mathieu? Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Juste, le point de départ était la déclaration martiale du ministre de l'Intérieur, le terme d'ensauvagement. Des chiffres. Non, le terme d'ensauvagement. Oui, je mettrais une petite nuance sur ce terme qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose. C'est pas sauvage de brûler des voitures sans raison, elle ne vous appartient pas. Évidemment, mais le terme d'ensauvagement est quand même comment dire? Je trouve trop général. Voilà, c'est un petit peu général. Je comprends l'idée derrière. Je comprends l'idée, mais je trouve que c'est un petit peu général et c'est ramené, parce qu'on voit bien en sauvagement, c'est ramené. C'est pas rationnel. Non, mais on sait bien que les gens qui font ça dans les quartiers sont généralement une minorité nuisible qui emmerde la majorité des gens. Du quartier en question, en plus. D'abord, Christine Bouillot. Du coup, parler d'ensauvagement, il y a un terme quand même un peu systémique. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Christine Bouillot qui bouge. Je vais pas faire de mauvais jeu de mots. Mais je laisse Christine. Oui, en étant loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas ça dont je voulais parler. Si, je vais vous donner une petite date. 2012, mon cher Thierry, votre féru de politique, 2012, un certain Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, décide de ne plus donner les chiffres des voitures brûlées à la Saint-Sylvestre. Bon, on voit où on en est aujourd'hui, et ce même Manuel Valls est aujourd'hui au gouvernement. Donc c'est assez cocasse de voir effectivement ce retournement de situation. Ce qu'il y a alors 2012, on était déjà à dire que ça faisait une quinzaine, 20
vingtaine d'années que le phénomène existait. Exact. Donc on est sur plusieurs générations aujourd'hui. Donc ça veut dire mais donc qu'il y a aussi Lady Reich a raison en parlant de culture. C'est une culture, c'est normal de casser ce moment-là. C'est une transmission quelque part. On a l'impression que c'est une transmission, une espèce de rendez-vous aussi annuel, aussi entre médias et certains quartiers pour dire ces quartiers, peut-être que j'existe, je suis là, je vais faire parler de mon quartier. On sait qu'on va venir avec des caméras, on sait qu'on va parler de moi. Donc quelle est l'explication rationnelle ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est sur une forme de transmission d'un rituel, d'un passage qui fait qu'on brûle des voitures. Mais c'est dramatique l'idée que ça soit rentré dans nos têtes comme un rituel, vous vous rendez compte ? Mais nous, on attend ça, Thierry, écoutez les journaux, écoutez-nous, les médias, la veille et le lendemain. On attend le décompte du nombre de voitures brûlées le soir de la Saint-Sylvestre. Mais on ne l'a pas tout le restant de l'année. Parce qu'il y a des voitures qui brûlent quasiment tous les soirs, dans les quartiers, à tout endroit du territoire. Donc si vous voulez... C'est devenu malheureusement un rituel, un référentiel franco-français, mais qui dure depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse dire qu'il y a des générations qui se transmettent quelque part cette pratique qui est absurde. Bon, mais vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faille à nouveau redonner les chiffres, donc comme l'a fait le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et que l'idée d'ensauvagement, alors c'est une formule que vous emploieriez ou pas, vous, Christine Bouillot? Ensauvagement, vu que ça dure depuis 40 ans, maintenant ça va faire 35 ans, je suis pas sûre que ce soit un ensauvagement récent, donc c'est pas forcément quelque chose que l'on puisse mettre d'une cause immédiate, tout d'un coup d'un phénomène qui sort comme ça de nulle part et qui enflamme les territoires. Quant à donner les chiffres, c'est quand même un fait. Après, les chiffres, ils peuvent être donnés par qui ? Par les assureurs, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui vont se retourner vers leurs assureurs et qui vont dire, et on aura un bilan. Si c'est pas Beauvau et l'intérieur, c'est la finance, les assureurs. Ah bah oui, mais faut pas oublier que c'est pas la finance, les assureurs, c'est d'abord nous, parce que c'est nos cotisations qui finalement, chez les assureurs, payent ceux qui sont blessés. On va finir parce qu'on a plus de 5 secondes avant la pub, Christine, vous connaissez la règle. Ça va être très vous court. Êtes de la maison, allons-y. Très court. Quel intérêt on aurait est-ce que ça a eu un intérêt à cacher les chiffres? Oui, bon, c'était une mauvaise idée. Très bien, ça là-dessus, vous êtes tous d'accord. Ils se sont mis d'accord. On republie désormais les chiffres chaque fois que ça casse ou que ça brûle. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Restez avec nous. C'est Patrick Roger. Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Thierry Guerrier et les auditrices et les auditeurs de Sud Radio, si vous le souhaitez débattre avec nos débatteurs, eh bien vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On évoque la nuit de Saint-Sylvestre et ce que d'un terme impropre, ils l'ont souligné, ils m'ont tous critiqué, on emploie le terme de tradition, qui est un terme journalistique abusif, le méchant, oui c'est ça, la tradition, en tout cas, cette habitude, on va dire, récurrente de la casse, soulignée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a republié pour la première fois depuis 2012 les chiffres. Christine Bouillot nous le disait. Christine Bouillot qui fait partie de nos éditorialistes donc ce matin, ainsi que Christelle Niasme, donc élue LR du Val-de-Marne, Lady Reich de Génération Libre et de Mathieu Bachelon, président de l'agence de communication M2B Conseil. Alors Mathieu, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un phénomène, cette violence minoritaire, mais évidemment sur lequel on focalise, qui est spectaculaire le soir de la Saint-Sylvestre. Ça commence un peu à contaminer certaines zones grandes cités en Allemagne, par exemple, mais pas que. Vous avez eu tout à l'heure quelqu'un qui nous écoute, on est ravis, on a des auditeurs et des auditrices Sud Radio est écouté en Pologne, voilà, Nazdrowie, et vous avez un copain qui est en Pologne en ce moment, et qui vous a dit, j'ai écouté votre débat. Sans trahir notre correspondance, qui disait qu'effectivement, puisque Sud Radio est une radio extrêmement écoutée à Varsovie, et donc c'était, j'imagine, au détour d'un centre commercial, dans un taxi, ce qui se passe souvent là-bas. D'accord. Il disait qu'effectivement, pour rebondir sur notre débat, le phénomène prenait, les Polonais s'inquiétaient de l'arrivée de ce phénomène chez eux, et notamment qui prend de l'ampleur avec des jeunes Européens, donc de l'Ouest, des pays de l'Ouest, qui vont en Pologne parce que c'est pas cher pour fêter le 31, et qui arrivent avec ces fameuses traditions. Ils importent aussi l'idée de casser.
Manifestement, c'est un épiphénomène, mais qui commence à arriver, qui est tout récent et qui n'existe pas là-bas et qui est importé par des touristes d'Europe de l'Ouest. Ouais, bon, donc la première info, c'est qu'on est écouté à Varsovie. Ça, on sait que c'est le cas dans le monde entier grâce à Internet. Et il suffit tout simplement, évidemment, d'aller sur le site de Sud Radio. Mais la deuxième info, c'est que, un peu comme ça s'est passé à Amsterdam il y a quelques années, ça venait parfois de France, via le Thalys. Vous dites donc qu'à Varsovie, par exemple, il y a eu quelques casses liées à des jeunes qui étaient venus passer la Saint-Sylvestre là-bas. C'est tellement beau aussi, Varsovie. C'est dommage qu'on aille en plus le faire de cette façon. Alors vous aviez un coup de cœur, Christelle, beaucoup plus sympa à propos aussi de la Saint-Sylvestre. Tout à fait, oui. Moi j'ai vu une info que j'ai trouvée mignonne sur le Nouvel An, parce qu'effectivement on a cette culture, ou cette habitude, mauvaise habitude du Nouvel An, effectivement, que j'espère on arrivera à endiguer, mais il y a aussi tout un tas de belles initiatives autour du Nouvel An et puis post-Nouvel An. Et j'ai vu un collectif, alors je crois que c'est un collectif parisien qui organise la fête pour les gueules de bois juste après, qui a proposé à plein de coureurs qui en avaient le courage ou pas de courir 5 km et bien après leur retour de soirée. Alors pas de numéro, pas de nom, par contre c'était assez amusant de voir retour de fin de soirée, 6h du matin, 10h du matin, et ils ont eu le courage d'aller courir 5 km. Alors, l'histoire ne dit pas combien étaient au départ et combien sont arrivés, mais en tout cas, ils ont eu le courage d'aller courir, et puis en plus, ça s'est fini, alors je crois, de manière très initiative pleine pour la bonne santé, sur la dégustation d'un burger. Bon, voilà. Donc, alors, initiative mignonne. Moi, je suis très inquiet sur ce genre de phénomène. Et pourquoi? Il court, disons que la soirée ça se finit, il se repose un peu, il dort, mais il court au réveil ou il court dans la foulée? Ah, il court dans la foulée. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Ah bah c'est pas drôle. Faut pas faire ça. Je sais pas s'il y a des médecins qui nous écoutent, mais ah bon, vous êtes au 0800 pour nous dire. Non, ça me paraît. Ça vous paraît? Bah non, déjà, parce que courir peut être dangereux. Ah, vous êtes un grand sportif, vous. Non, mais courir avec les effets de l'alcool en étant, je sais pas. Bah s'il court. Ça dépend. Christine Bouillot. Ça dépend du degré. Attendez. Plus personne ne nous entend, donc les gens s'en vont dans ces cas-là. Ils n'aiment pas quand c'est pas clair. Christine Bouillot est une grande sportive, handball notamment, et elle sait de quoi on parle en matière de nutrition. Alors posons-lui la question. J'imagine que Christine, comme toutes les sportives, ne pratique pas son sport dans de mauvaises conditions. Non, c'est-à-dire surtout, elle boit pas n'importe quoi, n'importe comment. Elle boit, mais pas n'importe quoi. Christine. Alors, l'idée de courir, ça dépend quel degré d'alcool vous avez dans le sang, mais c'est effectivement une très mauvaise idée. Je dirais. Après de courir après, c'est-à-dire que oui, ça dépend votre degré de lucidité. Voilà, c'est ce que j'essaie d'entendre. Oui. Mais le corps aussi a besoin plus d'eau que d'alcool quand on fait et l'alcool déshydrate. Donc c'est pas tellement. Mais après, il y a beaucoup de courses aujourd'hui qui sont tournées vers ça. Je prends l'exemple du marathon du Médoc. Voilà, où c'est la tradition de faire. Oui, à Bordeaux, c'est une vieille tradition de courir. Et donc vous finissez le marathon comme vous pouvez, évidemment, c'est plutôt ludique, c'est plutôt drôle. C'est ça. Mais voilà, l'alcool, on est en plein dry Juniari, l'alcool effectivement et le sport sont pas du tout compatibles. Allez, un verre de Pauillac, un verre de Saint-Julien, un verre de Pauillac, un verre de Saint-Estèphe, et allons-y. Et on court en même temps. Et ben, moi j'adore le Pauillac, c'est ça que je vais vous dire. Oui, Mehdi Reich, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Vous avez fait la course, vous? Non, cette année j'ai été calme. Par contre, les années précédentes, je pense que j'aurais pas tenu 5 km. Ah oui. Me connaissant, non. On va tout savoir sur la façon de faire. Bon, mais je voulais évoquer Bordeaux. C'est marrante en fait. Pour le coup, c'est assez. J'ai pas envie de dire ludique, mais. Ah si. On ne sait pas si Christelle l'a fait. C'est ça la question. Elle en parle, mais je ne sais pas si c'est l'observatrice ou la participante. Il y a un flou autour de cette. Sur la chaîne YouTube de Sud Radio, on peut voir le beau visage en effet de Christelle Nias. Alors moi je me tourne vers Christine Bouillot à nouveau, parce que vous avez un coup de cœur, vous aussi. Vous voulez saluer la performance 2024 du cinéma français. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup salué ce qui s'était passé en 2024 et cette euphorie collective que nous avons vécue des Jeux Olympiques, évidemment, qui a été un petit peu la bouffée d'air généralisée pour tout le pays, sont les chiffres absolument exceptionnels du cinéma français pour l'année 2024. Et c'est en plus une exception mondiale. 181 millions de spectateurs en salle. Pas que en France.
que en France. Ah, que en France. 181 millions d'entrées vendues en 2024 dans les salles de cinéma français. Ah oui, c'est 1 million de sans plus parler donc de tous ceux qui regardaient les films français à l'export, ailleurs en France, dans le reste du monde, et qui, cette année encore... Je parle des entrées, c'est les chiffres du CNC. Ouais. Donc c'est une part de marché qui est colossale aujourd'hui. Il y a 3 films qui se classent dans le top 5 mondial des entrées. 3 films français qui dépassent les 25 millions à elles seules d'entrées. C'est un petit truc en plus d'Artus. Oui. Le Comte de Monte Cristo, qui connaît d'ailleurs un succès fou aux États-Unis, et L'amour ouf de Gilles Lelouch, film qui est toujours à l'affiche aujourd'hui et qui continue de cartonner avec des salles pleines. C'est du jamais vu depuis 2011, et je le souligne quand je dis que c'est une exception mondiale, c'est que tous les autres pays qui connaissent une économie du cinéma habituel, je pense aux États-Unis par exemple, les chiffres de fréquentation en salle sont en baisse. Donc il y a un vrai amour du public français pour aller dans ces salles obscures et partager un moment, voir des films sur grand écran, avoir cette émotion. À l'heure des plateformes où on est effectivement avec un panel de propositions absolument fabuleux. Il y a des films anciens, des films récents qui viennent de sortir. Oui, il y a des Netflix à toutes les sauces, et pourtant on va tout de même encore dans les salles obscures. Mais est-ce que c'est un amour du cinéma et de la salle obscure en soi, ou c'est aussi un amour de la patte, de la culture, de la qualité du travail des réalisateurs, de ceux qui mettent en lumière, des maquilleuses, des maquilleurs? Est-ce que c'est pas tout le travail des scénaristes d'abord, ceux qui écrivent l'histoire et qui sont... Est-ce que c'est pas l'amour de ça? Parce que le Comte de Monte Cristo, c'est d'abord évidemment Dumas, mais c'est aussi le réalisateur de ce film magnifique. C'est ça aussi qu'on aime, non? Oui, mais je vous mettrai en opposition un petit truc français. En plus, un petit film, petit budget, personne n'y croyait. Artus est parti avec sa bande d'acteurs en situation de handicap. Il a fait un carton, le bouche à oreille a marché tout de suite. Ils ont fait une tournée d'abord en toutes les salles de France pour voir un peu la réaction du public. Vous lisez effectivement les témoignages d'Artus avec l'histoire de son film. C'est la meilleure entrée de l'année 2024. Donc ça veut dire effectivement que les gens, je pense, dans ce climat aussi, qui est un peu, pardonnez-moi, mais on vit d'actualité, mon cher Thierry, on se nourrit de ça aussi, qui est particulièrement anxiogène, avec des gens qui sont fatigués. On a tous traversé nos familles pendant les vacances ou les amis, les soirées du réveillon de Noël et du jour de l'an. Je pense que tout le monde était lassé, fatigué de tout ce qu'on était en train de vivre sur le plan politique. Et donc le cinéma, c'est quelque part une fenêtre. Mais il faut qu'il soit de qualité. Et là, vous venez de nous citer, évidemment, il y a le Comte de Monte Cristo que j'évoquais, mais ce petit truc en plus qui est un moment de génie humain au fond et de générosité. Et c'est ça qui a marché, qui correspond à ce que vous dites. Comment réagissent les autres? Quel film vous avez vu, si vous en voyez ou pas? Parce que nos agendas sont tels que souvent on n'y va pas au cinéma. Mais vous avez été, qu'est-ce que vous avez vu? Et surtout, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Mehdi Reich? Alors c'est vrai que j'ai été pas mal de fois au cinéma cette année. J'ai vu le Comte de Monte Cristo il y a pas très longtemps, donc effectivement je l'ai trouvé très bien. Moi qui n'ai pas très cinéma français, parce que c'est pas forcément toujours ce que je regarde. Le snobisme à la française de prendre du recul sur... sont souvent les mêmes. Pique, mais... les sujets sont souvent les mêmes. En fait, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes films. Pourtant, j'adore Christian Clavier, mais on va voir, il y a 6 films de Christian Clavier qui sortent à l'année. Enfin, voilà, des fois, ça m'agace un peu. Ouais. En revanche, moi, il y a effectivement le film d'Artus est très bien pour le coup. Mais quand on regarde le nombre de productions qui a été fait dans le cinéma français, il y a aussi beaucoup de films qui sont des flops total. Absolument. Il faut peut-être 8 déchets pour 2 réussites sur 10. Il y a une question qui se pose aussi là-dessus. Et moi, l'autre problématique, c'est le coût de la place de cinéma. C'est que hier, j'ai un ami qui allait au cinéma. Il m'a fait la remarque justement pour... je salue Esteban d'ailleurs. Il m'a dit, j'ai payé ma place 15,60 €. Lui, il est de Madrid. Lui, il est à Madrid, Esteban. Non, il est en Normandie. Il me dit, j'ai payé ma place 15,60 €. Oui. 15,60 € à la place de cinéma. C'est énorme. Il faut aller dans les petits cinémas. Oui, mais les petits cinémas, il n'y en a plus beaucoup. Force est de constater qu'ils ferment de plus en plus, mais je suis d'accord avec ça. Mais 15,60 €, c'est énorme. En fait, ça devient presque un objet de consommation. Qu'est-ce que vous dites? Ce serait moins cher si, par exemple, on ne subventionnait pas tout, et notamment les 8 daubes sur 2 grandes réussites. Il y a des gens qui disent ça aujourd'hui, qu'il faudrait être plus sélectif dans la façon de soutenir via le CNC toute une série de productions qui ne trouvent pas leur public. J'irai pas jusque-là, parce que l'économie du cinéma, je la connais assez mal, donc je veux pas trop m'avancer sur ce sujet.
envie de dire de banane. Mais le coût de la place, lui, c'est quand même un bien. 15,60 €, c'est quand même quelque chose à sortir. Imaginons que vous ayez 2 enfants, vous êtes une famille de 4, ça fait tout de suite très cher. Sans parler de tout ce qui va avec, puisque c'est un moment de, c'est un moment, de bonbons, de sucreries. Avant, les cinémas, c'était vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu plus vraiment un bien de consommation populaire, c'est autre chose. Donc il y a une vraie question à se poser à ce niveau-là. On va revenir sur ce sujet et les autres réagiront peut-être à ce coup de cœur pro-cinéma français de Christine Bouillot. Mathieu Bachelone et Christelle Niasme, vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite après après l'écran de pub, tout simplement. La pub, ça fait vivre peut-être pas le cinéma, si un peu aussi, et puis la radio, bien sûr, les radios privées. À tout de suite. Sud Radio, Mettez-vous d'accord, Thierry Guerrier. Avec nos débatteurs, les grands débats, vous savez de quoi on est en train de parler? On est en train de parler du cinéma et de ce que l'Aujourd'hui en France, le journal Aujourd'hui en France, le Parisien aussi, appelle ce matin le cocorico en salle. Christine Bouillot, c'était son coup de cœur, c'est son coup de cœur aujourd'hui, veut saluer la performance du cinéma français et de films qui battent les records, qui sont dans le top 5 des films mondiaux aujourd'hui. Donc non seulement parce qu'il y a eu énormément d'entrées en France, mais aussi parce qu'ils sont regardés, ils sont vus aussi à l'export. Monte Cristo est à la conquête en ce moment de l'Amérique, nous raconte Aujourd'hui en France. D'ailleurs, ce matin, je vous recommande ce papier et ces 2 pages dans Aujourd'hui en France qu'on peut se procurer dans tout le territoire. Comment vous réagissez, Mathieu Bachelone, à cette idée qu'au fond, il y a une très bonne santé, mais Mehdi Raich nous disait oui, mais il y a quand même 8 daubes pour 2 très bons films. Et alors c'est vrai qu'il y a pas mal de daubes dans le cinéma français dont on ne parle pas, et des daubes qui coûtent cher. Nous en parlez pas. Je vais pas citer de nom, mais je pense que les auditeurs peuvent voir à quoi on fait allusion. Des films qui films qui coûtent cher et qui ont généralement souvent des promos en plus assez agressives et qui ont des scénarios qui auraient pu être écrits par ChatGPT. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est pas très original. D'ailleurs, le public s'y trompe pas, ça marche pas. Après, ça n'empêche pas aussi d'être assez fier quand quelque chose fonctionne. Et au milieu de tout ça, surnagent effectivement des films de très bonne qualité. Et on peut être fier du cinéma français. Alors, ça ferait hurler les artistes de dire que c'est une industrie, mais c'est aussi une industrie et c'est un poumon économique qui fonctionne. Donc quand quelque chose fonctionne, on peut en être fier. Et vous parliez donc des films que vous avez cités, qui sont des films qui fonctionnent à l'export, donc on peut être très fier de ça. Il y a un secteur qui est très très bon, on est très bon en France aussi, c'est le cinéma d'animation. Oui. Alors là, il n'y a pas cette année, de mémoire, je pense pas qu'il y ait de films des cinémas d'animation. On est un secteur où on est reconnu, on a à la fois des productions et puis on a un savoir-faire avec beaucoup de Français qui travaillent à Hollywood, dans d'autres endroits pour le. Voilà. Vous vous rappelez que lors de la cérémonie d'ouverture, les Mignons, la cérémonie d'ouverture des JO, les Mignons sont arrivés lors de la cérémonie. Et les Mignons, c'est une création française. Et on peut être fier de ce pôle de création française. Certes, il y a des daubes. Mais c'est peut-être le dommage collatéraux où on est obligé de passer par là pour avoir très grande école d'animation au Gobelin à Paris et à Roubaix-Tourcoing, très grande école d'animation qui est couplée avec une école à Anvers en Belgique, mais qui a un grand succès et qui forme parmi les meilleurs animalistes, je sais pas comment on dit, les animateurs plutôt, qui ont fait de l'animation pour les jeux, mais aussi pour le cinéma. C'est des filières en plein développement et qui influencent beaucoup. Et Hollywood finance, c'est indirectement. Et donc, d'un point de vue économique, c'est très important et c'est des débouchés extraordinaires pour tous les jeunes qui aiment les nouvelles technologies et qui aiment aussi, qui ont des imaginations, qui sont créatifs. C'est des vraies filières d'avenir sur lesquelles on. Allez, je vais faire plaisir à l'homme de gauche que vous êtes. Dites-moi. J'aime toujours qu'on fasse plaisir à l'homme de gauche. Ça, c'est un peu l'héritage. C'est un peu l'héritage de Jack Lang. C'est-à-dire que cette volonté, à partir des années 80, même s'il y avait déjà des choses qui avaient été lancées par Malraux, considérables pour les comédiens notamment, cette volonté de pousser toutes les filières, et notamment de formation et de création de Jack Lang, porte ses fruits aujourd'hui, déjà depuis longtemps, mais porte ses fruits aujourd'hui avec ça. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je suis trop jeune pour avoir connu Jack Lang. Voilà, ça y est. Moi, je l'ai connu et je fais référence. Non, mais je vous en prie, messieurs, là,
quelle insolence. Christelle, qu'est-ce que vous inspire le coup de cœur de je trouve que c'est un bel encouragement justement à améliorer la qualité du cinéma français, parce que un petit peu comme Mehdi, c'est vrai que moi aussi je fais partie peut-être des personnes qui parfois ont tendance à bouder notre cinéma parce que je me retrouve pas dans les scénarios ou les histoires qui nous sont contées. Le cinéma aujourd'hui, comme il a été très bien dit auparavant, c'est devenu un très très cher d'aller au cinéma. Il y a cette presque 16 € l'entrée. C'est excessivement cher quand on connaît le pouvoir d'achat des familles. Donc il y a cette nécessité parce que la plupart des familles en réalité, qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent que le film passe un an, qu'elle finisse sur des plateformes de streaming, et puis ça coûte un peu moins cher, et puis finalement quand on regarde à la maison, on est moins dérangé par le voisin qui au cinéma. Donc si on va au cinéma aujourd'hui, c'est parce qu'on recherche une expérience, on veut une belle histoire, on veut la voir sur grand écran, et on est prêt à dépenser un peu. Donc ça, je trouve que c'est un bel encouragement sur l'idée que on est encore capable en France de raconter de belles histoires, de bien les écrire et de faire de belles choses. Donc go. Oui, juste parce que pour intervenir après. Oui, Christine. Une raison du succès du cinéma est aussi qu'il y a un maillage d'installation de cinéma sur le territoire qui est assez bon, et notamment parce qu'on a beaucoup d'élus locaux qui se battent pour maintenir des cinémas, ou même dans des municipalités pour faire des cinémas municipaux, continuer à avoir des partenariats pour essayer. Alors les films arrivent pas forcément dans l'immédiat, mais on peut voir un grand film qui est sorti au cinéma dans les grandes salles quelques semaines après, et donc je pense que ça joue aussi le plaisir de proximité grâce aux élus qui se battent pour que le cinéma puisse continuer à faire partie de l'univers. Oui, parce qu'il y a un modèle économique avec les gros sites des grandes marques Pathé, UGC, etc. Mais où elles veulent avoir de quoi mettre plusieurs salles. Et voilà, j'étais il y a quelques semaines du côté de Montélimar. À Montélimar, il y a 1 ou 2 endroits où il y a 5-6 salles. Et puis, il y a des villes autour, Bourg-Saint-Andéol par exemple, où il y a un petit dans la Drôme, dans l'Ardèche, une petite salle, et c'est parce qu'elle est, vous avez raison Mathieu Hachon, parce qu'elle est subventionnée et soutenue par la collectivité, sinon il n'y aurait plus du tout d'accès. Certaines fois, ces municipalités en plus choisissent de faire des cinémas d'arrêt d'essai où le public peut, alors on a parlé des nouveautés, peut découvrir des grands classiques, et ça c'est merveilleux. Un coup le blockbuster, un coup le grand classique, exactement. Un coup d'être un petit peu le documentaire un peu la grande original. Politique des gens comme Jack Ralit et des municipalités qui faisaient exigeant dans l'offre culturelle, un communiste qui fait exactement, mais qui a beaucoup fait pour le secteur culturel, notamment municipal en France, d'être exigeant dans l'offre culturelle. Certaines fois, c'est intéressant aussi pour faire venir les gens à la culture. Et Christine, on sent que vous êtes fébrile parce que vous tapez sur votre micro depuis Toulouse et on l'entend. Non, je tape pas sur mon micro, c'est mon stylo. Eh ben voilà votre stylo. Non, je vous trouve très très dur avec le cinéma français. Vous parlez de daubes. Allez voir les daubes américaines et puis on en reparle. Et puis voilà, non, parce qu'il y a eu quand même, moi je vous recommande une petite pépite qui est sortie juste avant Noël. Allez-y. Ça s'appelle 20 dieux. Ça se passe dans le Jura. Ah oui, c'est magnifique. C'est absolument. Le jeune qui essaye de faire le meilleur comté. C'est superbe ce film. Ouais. Quand je vous dis que le cinéma français produit des daubes, je ne suis absolument pas d'accord avec vous trois, mais pas du tout. Je pense au contraire. On a dit qu'il y en avait des films formidables, mais qu'il y a aussi du dommage collatéral au milieu. Allez voir toutes les daubes américaines. Je peux vous dire que là, vous allez effectivement perdre vos 15 €. Sur le prix des salles de cinéma, c'est effectivement le cas essentiellement. Et pour le savoir et pour comparer en région parisienne, les 15 € en province, ça n'est pas tout à fait le cas. Et si effectivement le cinéma, si le cinéma était si cher et si mauvais, je pense qu'on ne battrait pas des records. Voilà pour la parenthèse. Et le président du CNC souligne, je pense qu'on peut pas. Centre national du cinéma, le CNC, qui dit qu'en fait le cinéma français, est-ce que vous avez vu le dernier Jacques Audiard, qui était absolument fantastique, qui est une comédie musicale. Tout le monde était réticent, tout le monde se dit. C'est absolument incroyable, le scénario est dingue. Enfin, donc il y a vraiment des choses à aller chercher. Alors effectivement, moi je me suis amusée, 20 dieux, ce tout petit film à tout petit budget, qui a été fait avec un acteur qui... Et 20 dieux, c'est pas une expression toulousaine, hein, 20 dieux, c'est une expression de chez moi, dans le Morvan. Morvan, et c'est de l'Est. Et du Jura aussi, oui. Et ce jeune acteur qui en fait
qui est lui-même paysan, hein, donc il a été effectivement casté pour ça. C'est absolument délicieux. Formidable, il était ce film. Au début sur des salles d'art et d'essai, ce qu'on appelle des cinémas d'art et d'essai qui cartonnent. Ce sont des cinémas qui fonctionnent très bien, qui vous proposent des sélections qui sont un peu en décalage avec les grandes salles de cinéma, mais surtout, comme ça a bien marché dans ces salles-là, comme par hasard, les grandes salles, les grandes enseignes de distribution des films ont mis ce film-là à l'affiche. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a besoin d'aller chercher au-delà des super promos. Le public, lui, il va effectivement... Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est que cette bonne santé qui est une exception française à travers la planète. C'est-à-dire qu'en Allemagne, le cinéma recule, aux États-Unis, ça recule, en Angleterre, ça recule, en Espagne, ça recule. Et nous, on sommes tient le tête. seul pays Village gaulois. à augmenter, le seul village gaulois. Mais peut-être que ça dit aussi quelque chose de l'état de notre société. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi envie de couper les chaînes d'infos et d'aller s'offrir, peut-être devant une daube, un truc de grand spectacle, un cinéma un peu plus intimiste, un moment dans un grand écran, avec un grand écran, à partager ça avec des gens qui certes mangent du popcorn. Moi, c'est ma seule réserve. Hein. Je mets bien pendant le Covid Moi, j'adore l'interdiction du popcorn. J'adore. Mais bon, voilà, c'était effectivement quelque chose. Donc c'est quand même à souligner, et c'est toute une économie quand même qui est derrière. Il y a des régions entières aujourd'hui. Je pense à l'Occitanie, à la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, il y a vraiment qui aide le beaucoup de cinéma régions aussi, et avec des décors magnifiques pour pouvoir tourner. Exactement. Bien sûr, on parlait de Figeac tout à l'heure, on parlait de Rodez, il y a des endroits là pour tourner qui sont somptueux, sans parler des châteaux Qatar, etc. Alors, vous voyez, vous parliez du popcorn, je vais vous faire une petite confidence de vieux, de boomer. Quand, il y a quelques années, on a commencé vraiment, parce qu'il y a toujours eu du popcorn, mais bon, un jour, je rentre dans le cinéma, j'avais un gros paquet de popcorn, et je suis assis au premier rang quasiment, et puis je vois tout d'un coup une jeune femme se lever et elle me balance une claque et tout mon popcorn par terre et elle file, elle sort du truc. J'étais éberlué, mais je me suis dit bon, elle avait peut-être raison, je faisais trop de bruit avec mon popcorn. Bon, cela dit, aujourd'hui, on parle du Jura, c'est peut-être la région qui est à l'honneur en ce moment puisque eh bien Dubosc, Franck Dubosc vient de sortir son dernier film, voilà, et il revient et lui aussi dans le Jura. Il y a 20 dieux avec ce très beau film sur le comté dont veut être le champion ce jeune agriculteur. Il faut aller le voir, ce film, vraiment. Et puis il y a le film qui sort aujourd'hui, là, qui est sorti hier, de Franck Dubosc, qui va se passer aussi, c'est un thriller comique qui se déroule aussi dans le Jura. Donc le Jura est à l'honneur et Sud Radio est écouté là-bas, je vous le dis, moi je le sais, parce que les producteurs de comté nous écoutent beaucoup. Voilà. Il nous reste le temps de dire un mot encore sur le cinéma. Vous mangez du popcorn dans le cinéma, tous les trois ? Et sucreries, plein de bonbons. Je vais au cinéma pour ça d'ailleurs. Non, pas trop. Ah, pas trop. C'est parce que votre fille est dans le studio avec nous que vous dites ça. Exactement. Le secret, je trahis tout. J'aime le popcorn. Je déteste ce bruit du popcorn. C'est insupportable. Ouais, je suis d'accord. Vous m'auriez filé la mandale. Non, peut-être pas quand même. Je suis non violent, mais ça se fait pas quand même. On a le droit de. Et alors un truc sur lequel justement sur l'utilisation du film, si on est un peu puriste, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est rester jusqu'à la dernière seconde du générique. C'est-à-dire que ce qui m'énerve, ce sont les gens qui partent au tout début. 99% des gens de la salle. Ça fait partie du film, et puis c'est le respect aussi pour toute l'équipe technique qui a travaillé sur le film, qui est monacal d'aller voir le et souvent en plus il y a généralement une musique, et pour moi le film ça se finit au moment où. Oui, mais c'est seulement quand le film est bien. Nous y revenons. Non, mais vous avez raison, Mehdi. Souvent, quand le film est bien, les gens restent un peu plus regarder le générique. Il y a le côté, le respect pour l'équipe, et puis ça, il y a la musique. Souvent, il y a une musique, et on sort doucement du film. Il n'y a rien de pire que quand on est dans un univers, quand on est dans un superbe film, il faut un sas avant de pouvoir. Vous savez, quand vous êtes au cinéma, souvent, vous êtes dans un immense film, quelque chose qui vous a fait vivre des émotions très fortes. Quand vous sortez du cinéma, c'est le yogi Mathieu Bachelot qui va au cinéma avec une discipline derrière. Il faut ensuite méditer pendant le générique. Ça vous a jamais fait ça, Thierry ? Ah, mais j'adore les génériques. C'est fondamental. On sort d'un film et on a un besoin de quelques secondes, quelques minutes pour revenir à la réalité. Et là, vous voyez, c'est pareil. Là, vous voyez, c'est pareil. Il faut sortir de cette séquence où nous venons de débattre du cinéma français pour écouter de la pub d'abord, qui va être notre moment de décompression, et puis ensuite il y a les infos à midi et on se retrouve tous pour la suite et fin de cette partie de Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Alors, il n'y a pas de flocon dans le studio ici de Sud Radio. Le
studio de Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Nous allons revenir maintenant peut-être au-delà des coups de cœur et des coups de gueule sur 2 sujets politiques. Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, qui file à Marseille pour essayer d'aider la pénitentiaire, ses propres équipes, ses troupes, qui sont menacées par les trafiquants de drogue. Et puis le président de la République qui a, dans ses vœux, évoqué l'idée de faire décider les Français autour de quoi? On ne sait pas. Est-ce que ce sera un référendum? Ça, c'est pour la forme. Mais est-ce que ce sera sur la proportionnelle? Ça, c'est pour le fond. On va en débattre avec nos débatteurs. Mathieu Baccialone, communicant, plutôt centre-gauche, M2B, Conseil, son agence. Mehdi Raich, lui, les libéraux face à l'économie. Ce fameux think tank Génération Libre. Bonjour Mehdi, bonjour Mathieu. Christelle Niasme, vous êtes élu du Val-de-Marne, LR, dans le département et sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Et Christine Bouillot, qui est avec nous, éditorialiste Sud Radio, qui ne mâche pas ses mots depuis le Sud-Ouest et Toulouse. Alors, Mehdi, vous aviez une suggestion au moment où on a cessé d'expliquer le 31. Il y a quelques jours, l'année dernière, tout de même. Et puis le 1er janvier, hier, d'évoquer dans ce qui va changer l'idée que puisque le budget 2025 n'a pas été voté, eh bien, on n'a pas pu proroger une mesure qui permettait que les tickets restaurants soient utilisés non seulement dans les restaurants, pour déjeuner par exemple, mais aussi pour pouvoir acheter en supermarché quelques biens de consommation. Ça, c'est pas prorogé, et le résultat, c'est que ça fonctionne plus. Mais vous voulez aller plus loin, vous avez une mesure, c'est votre coup de gueule, vous êtes contre les tickets restaurants. Expliquez-nous. En fait, il faut comprendre qu'à l'origine, le ticket resto, c'était censé pallier le fait qu'il n'y avait pas forcément des restaurants entreprises. Pas de cantine, ouais. Pas de cantine. Aujourd'hui, c'est devenu une subvention déguisée pour les restaurateurs. D'ailleurs, c'est uniquement les restaurateurs qui défendent le ticket resto. Déjà, quand on voit le montant du ticket resto, c'est environ 9 €, alors ça peut être un peu plus. Mais avec 9 €, franchement, vous ne mangez pas grand-chose. Non, mais on en met 2 ou 3 à chaque fois. Et je trouve qu'en fait, c'est une question de liberté. Moi, la logique derrière me dérange beaucoup. C'est-à-dire que, je ne sais pas, sur un salaire à 2 000 € net, on va vous dire qu'il y a 100 €, vous ne pouvez pas les utiliser. En gros, vous devez les utiliser uniquement pour aller au restaurant. Mais si j'ai pas envie, si j'ai envie de faire moi-même mon repas le soir pour manger tranquillement à midi. C'est pour ça qu'il y avait cette mesure qui avait permis d'acheter aussi des biens de consommation et ça aidait les plus modestes. Qu'est-ce que c'est que le ticket restaurant? C'est au fond une façon pour l'entreprise aussi et pour les pouvoirs publics, mais pour l'entreprise et les pouvoirs publics, de donner un peu plus de pouvoir d'achat. Ça a été négocié avec les syndicats. Dans ce cas-là, donner la totalité du salaire. Au lieu de réserver une partie du salaire uniquement pour... en fait, c'est quand même fou, c'est de se dire que l'État ou une entreprise te dit tu dois consommer de cette manière. Mais non, c'est mon argent. Vous n'aimez pas qu'on flèche la façon dont nous consommons? C'est mon argent, c'est le fruit de mon travail, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Mathieu Baccialone. Alors, modulo le fait que ce ne sera pas fiscalisé de la même façon. Je suis d'accord. Déjà, voilà. Déjà, rien que ça. C'est un argument des syndicats d'ailleurs, qui défendent aussi le ticket restaurant. D'accord, oui, bien sûr. Là où je serais d'accord, c'est sur le fait que le ticket resto, aujourd'hui, a été détourné de sa finalité initiale pour devenir en fait une subvention déguisée de la filière des restaurateurs. En réalité, ce qui importe lorsqu'on est un responsable politique, c'est que les Français... à la fin du mois. L'idée, c'était de donner du pouvoir d'achat aux gens, tout simplement. Si le pouvoir d'achat, ça passe par utiliser son ticket resto pour aller acheter des pâtes ou pour aller acheter du riz au supermarché, et peut-être d'ailleurs, ça c'est la liberté de chacun. C'est la liberté de chacun. Le lendemain d'aller utiliser un ticket resto pour aller manger au restaurant, très bien. Mais que ça devienne uniquement, que ce soit fléché uniquement pour rappeler qu'en plus la façon dont les gens travaillent aujourd'hui, les modes ont évolué. Il n'y a pas forcément des restaurants partout en France à côté de l'endroit où on travaille. Que les gens n'ont plus forcément une pause déjeuner fixe avec le temps d'aller au restaurant. Qu'il y a énormément de façons de travailler. Le télétravail, je n'en parle même pas, et que effectivement laisser une souplesse aux gens dans la manière d'utiliser ce ticket resto. Et je trouve que ce qui avait été fait ces dernières années, de laisser la possibilité, était à mon avis la bonne solution. Mehdi Raich nous dit donner du cash chez les entreprises directement, de l'argent, pardon, j'utilise le terme cash, sur le salaire. Vous nous dites qu'il y ait plus de souplesse et qu'on revienne à cette prorogation de cette mesure qui permettait d'acheter aussi en supermarché. C'était un bon équilibre entre d'un côté la possibilité tout de même d'utiliser son ticket restaurant dans la filière, enfin pour aller au restaurant si les gens ont envie,
mais de pouvoir aussi avoir ce pouvoir d'achat, Christelle peut-être Nias d'aller faire ses courses avec. Et Christine Bouillot, Christelle Nias. Oui, c'est le débat qu'on avait un peu en antenne sur la question du ticket restaurant. Dans une période où les Français ils sont face à des vraies problématiques sur le pouvoir d'achat, on est en droit de se questionner sur le fonctionnement. Surtout qu'avec le projet de loi de finances qui n'est pas passé. La censure a foutu par eu des terre conséquences. Cette prorogation. Exactement. Donc du coup, on vous ampute une partie de votre salaire et vous ne pouvez pas malheureusement consommer dans un restaurant tout le temps. Donc cet argent il est là et puis on peut pas consommer au restaurant, mais on peut absolument pas l'utiliser puisque il y a pas eu. Donc vous n'êtes pas pour la suppression du ticket restaurant comme Mehdi Raich? Non, je pose plus la question parce que cette question-là elle se pose sur le ticket restaurant, mais sur plein d'autres mesures qui ont existé à une époque et qui aujourd'hui et qui n'ont pas forcément de sens. Peut-être qu'à un moment donné, il faut vraiment se questionner sur le fond. Si l'idée c'est d'aider nos restaurateurs, peut-être qu'il y a d'autres moyens, peut-être qu'il faut mieux subventionner le travail, mieux les accompagner, travailler sur les questions de fiscalité. Et puis de l'autre côté, si c'était pour aider le pouvoir d'achat, peut-être que c'est peut-être plus la meilleure option pour accompagner le pouvoir d'achat des Français. Et la question se pose sous un prisme différent. On va aller à Toulouse, les restaurateurs de France Ado, enfin non pas tous, mais aussi sur la qualité. Les mauvais. On parlait de daubes dans le cinéma français, mais dans la restauration française, il y a aussi des daubes. Il y a des excellents restaurateurs, mais il y a aussi il y en a aussi certains, on en connaît tous, qui vont chez Métro, qui mettent leur plat au micro-ondes et qui les facturent 25 €. Vous avez raison, ça fonctionne. Et ils font beaucoup de tort à l'ensemble, à l'immense majorité des restaurateurs qui, eux, ont l'amour du travail bien fait, l'amour des produits, l'amour du savoir-faire, qui transmettent aux jeunes. Voilà. En même temps, sans forcément évoquer l'hyper-gastronomie étoilée, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés chez des grands chefs, ou pas d'ailleurs, mais qui sont des très bons, et qui ont ouvert des petits bistrots où ils nous font des petites choses. Et ça, c'est dans toute la France, à Toulouse, qui est un des lieux où on mange le mieux dans ce pays, et dans tout le sud-ouest. Mais non, mais pas uniquement. Et puis, il n'y a pas que en général, dans les zones où il y a du rugby, on mange aussi, on boit très très bien. Voilà. Mais à Roubaix aussi. On mange très équilibré. Très équilibré. Alors oui, Christine, qu'est-ce que vous en pensez de ce débat sur vous avez 1 minute 15, je vous préviens. Merci, c'est très gentil. C'est un marché de 5,5 milliards d'euros, les tickets restaurants, qui sont détenus par 4 groupes ou 3 grosses entreprises. Donc il n'y a pas que les restaurateurs qui font aussi des démarches et pression pour les conserver. Bien sûr. C'est un avantage acquis de ce que je crois savoir. Enfin, en tous les cas, ça fait partie des avantages aujourd'hui qui rentrent dans la négociation entre un salarié et son employeur. D'ailleurs, ça fait partie aussi des arguments qui sont avancés quand on souhaite recruter quelqu'un. Ce qui s'est passé avec la période Covid, c'est qu'on a ouvert cette possibilité-là d'acheter finalement autre chose, puisque les restaurants étaient fermés, avec ces tickets restaurants, autre chose. Donc il y a eu, soi-disant, une forme de dévoiement à acheter de la nourriture que l'on peut transformer pour la maison, pour emmener dans sa barquette et la faire chauffer au micro-ondes dans son entreprise. Donc c'est tout ça en fait qui a été pointé. Revenir sur la liberté de choix, de dire il vaut mieux augmenter les salaires et les gens font ce qu'ils veulent avec cet argent pour pouvoir dire je mange, soit j'amène ma barquette, soit je préfère aller me faire un sandwich, soit je rentre chez moi, en sachant qu'il y a beaucoup de Français qui rentrent chez eux à midi. Déjà. Oui, bien sûr. Les gens qui travaillent et qui mangent sur le lieu de travail finalement sont assez minoritaires chez les actifs. Donc c'est un sujet, on va dire, d'organisation du travail qui est mis sur la table avec cette décision. Toujours est-il que en période de pouvoir d'achat qui diminue, toucher au ticket restaurant, je pense que c'est un vrai sujet de tension à l'intérieur des entreprises et à l'intérieur de la société. Ce que vous dit Mehdi Raich, ce que vous dit Christine Bouillot, c'est attention, à force de vouloir la liberté totale, eh bien vous allez vous mettre à dos les gens qui eux veulent du pouvoir d'achat. En tout cas vous nous avez donné l'occasion d'un super débat. On se retrouve tout de suite pour la fin de Mettez-vous d'accord. On va parler de Macron, on va parler de Darmanin, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron. Ce matin pour les débats, on va parler de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron avec Mathieu Bacchialone qui n'aime pas que je dise centre-gauche. C'est ce que je disais hors antenne. François Mitterrand disait le centre c'est ni de gauche ni de gauche. Oui, donc vous n'êtes pas de centre, vous êtes de gauche. Gauche républicaine. Gauche républicaine, d'accord. Mehdi Raich, donc je suis partout et nulle part à la fois. Génération libre, c'est Génération libre qui défend beaucoup l'économie et les entreprises. Christelle Niasme, ancienne adjointe au maire de Villeneuve-Saint-Georges, LR sur
sur le Val-de-Marne, en Ile-de-France. Et Christine Bouillot qui est avec nous, qui est journaliste, éditorialiste, qui a toujours cette vertu de nous apporter des éléments d'information à nos débats. Et c'est passionnant. À l'instant, c'était les chiffres sur le cinéma. Et puis, bien sûr, on parlait des tickets restaurants. Alors, moi, je voudrais que vous nous disiez la façon dont vous avez perçu le président avec ses vœux. Et surtout, qu'est-ce que peut cacher à vos yeux cette idée d'amener les Français à nouveau, dit-il, à trancher? Qu'est-ce qu'il veut politiquement, Emmanuel Macron? Un référendum sur la proportionnelle, ne serait-ce que lancer ces débats. C'est comme le dit très bien ce matin le Figaro, il veut essayer d'échapper à l'immobilisme, ou comme le soulignent les Échos, au fond, peut-être qu'il nous ressort la carte du référendum pour garder en main le piloter politiquement, rester à la manœuvre, en quelque sorte. Mathieu Hachel. Il veut exister. Il existe par ses fonctions, il pourrait s'arrêter là. Personne n'attendait rien de ses vœux. Il y a une marge de manœuvre quand même très faible. Bon bah, on parle de lui. Bah oui. Donc d'un point de vue communication, c'est plutôt réussi. Après, ça va durer 2-3 jours. Mais parce que si on rentre sur le fond, et on va le faire, j'imagine. Je vois pas très bien sur le fond que ça recouvre. Mais si c'est la proportionnelle, par exemple. Mais pour l'instant, oui, mais c'est assez flou pour l'instant. Oui, il n'y a rien. Comme disait Martine Aubry, après avoir cité François Mitterrand, c'était Martine Aubry. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui. D'accord, donc là il y a un loup. Mais oui, c'est ce que c'était ça mon débat. Vous avez raison. Réussi dans le sens où il fallait exister. Et tout le monde parle de lui, et tout le monde parle de cet hypothétique référendum. Et nous les premiers, on s'agite là-dessus. Mais je ne sais pas trop ce que ça va recouvrir. Vous êtes en train de dire que j'aurais pas dû le suggérer au débat? Au contraire. Quand c'est flou, c'est... Au contraire. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On va aller parler du loup à Toulouse. Christine Bouillot, votre sentiment, vous qui êtes aussi une fine observatrice de la vie politique, vous avez regardé le président de la République, bien sûr, en direct, bien sûr, et puis, non, nous dit-elle. Non, mais je fais de la provocation. Non, parce que je peux vous dire que dans les débats qu'on a eus tous, je ne sais pas vous comment ça s'est passé. En famille, vous voulez dire? En famille, avec les amis, les copains, vous voyagez, vous passez des vacances, vous vous aérez. Je pense que personne n'attendait rien du discours, encore plus cette année, du président de la République. Je pense que la déception, l'étonnement et la sidération de la dissolution est encore présent. Est telle aujourd'hui que est-ce que Emmanuel Macron, c'est la question que je me pose, est encore audible? Est-ce qu'on attend encore d'autant plus que après les Jeux Olympiques et l'inauguration de Notre-Dame et du chantier réussi, que peut-il faire en 2025 pour occuper l'espace? C'est un peu ça la question. C'est peut-être ce que Mathieu Hachel nous dit. Finalement, il a réussi un coup de com' puisque on débat du putatif, de la possibilité. On est le premier jour de l'année, mon cher Thierry. Il en reste 364 encore. C'est une réussite éphémère, je pense. Bon, pardon Christine, mais le deuxième jour de l'année, parce que hier nous étions à l'antenne, nous. Bon, Mehdi Raïch. Mais en fait, la séquence, j'ai l'impression d'être gérée par une agence de communication. Vraiment, quand on voit Emmanuel Macron, il y a un côté, ce n'est que de la com. Plus personne n'y croit. Et c'est pas la personne que je critique. Si demain on a un référendum pour savoir si on va voter aux législatives à la proportionnelle, non mais attendez, là c'est pas de la com, c'est-à-dire que malheureusement, si j'ose dire, ou peut-être heureusement pour ceux qui appellent de leur vœu la proportionnelle, ça changera les institutions, ce sera pas que du verbe et de la discussion, c'est pour ça que je l'ai mis sur la table. Quand c'est flou, il y a un loup, comme dirait. Je vais donner 2 exemples. Avec les Gilets jaunes, il y avait des cahiers de doléances, ils n'ont pas été consultés. En tout cas, on n'en a pas fait la synthèse, on le disait hier. Donc finalement, ça n'a pas donné grand-chose, c'était plus un effet de com'. Mais ça n'a pas donné grand-chose par la suite. En 2017, il parlait déjà de référendum, de poser des grandes questions aux Français. Ça n'a jamais été fait. Il arrive en fin de mandat et il ne l'a pas évoqué. Là, il reste 2 ans et demi, c'est ça, 240 jours avant la fin de... Ouais. Il y a les municipales dans moins d'1 an, donc les partis politiques pensent déjà aux municipales. Il y aura probablement une motion de censure le 16 janvier. Donc en fait... Le 16 juin, vous voulez dire non, 16 janvier. Motion de censure, oui. Vous avez dit dissolution. Donc en fait, je vois pas ce qu'on peut tirer de... Pour moi, c'est vide. Ouais. Pour moi, c'est juste un effet de communication dans un... Pour moi, je retire rien de la situation. Juste par rapport à cet élément-là, d'autant plus qu'il y a eu deux précédents, on va dire, de consultations à travers les conventions citoyennes sur le climat et sur la fin de vie, qui ont été initiées de mémoire, c'était avant le Covid. Il y a eu un projet de réforme de la fin de vie qui est tombé avec la dissolution, mais il y avait un projet qui est issu de cette convention citoyenne, puis sur le climat, il y a eu des mesures, pas toutes, mais il a suivi 2-3 des mesures proposées. Oui. Justement, c'est ce que disaient d'ailleurs tous les initiateurs, enfin tous ceux qui ont mené les débats de la convention citoyenne, qui ont dans les 2 cas salué le travail
travail effectué, qui sont extrêmement déçus. Donc, si vous voulez, le lien entre le chef de l'État et le grand public et les électeurs, avec les Français, tout simplement. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des moments où il a réussi à renouer le fil, mais là, cette idée de proposer soit des référendums, ça va être sur quoi, par exemple ? Une des lois qui pourrait donner lieu à un référendum, c'est quoi ? Sur l'immigration ? C'est de tout ça dont on parle aujourd'hui. C'est dans les en tout cas, il a réussi son coup. Il nous fait parler Christelle Nias un mot là-dessus. Oui. Et on passe à Darmanin en conclusion. C'est quand même tout à fait navrant, effectivement, sur l'image du président. Je crois que c'est pas tout à fait ce qu'on attend. On n'attend pas de la communication, on n'attend pas des effets de manche. Il y a un vrai désamour entre les Français et ce président qui a démontré au fil du temps qu'il était parfaitement déconnecté de la réalité. Et je trouve ça dramatique. On n'est pas sur un star system. Aujourd'hui, on attend des réponses en réalité, des réponses sur du quotidien. Alors, il y en a un qui, aujourd'hui, depuis qu'il a été à nouveau nommé ministre, pour une autre fonction que l'intérieur, mais maintenant la justice, garde des Sceaux, c'est Gérald Darmanin, qui lui essaye de montrer, qui rame pour montrer qu'il est connecté à la réalité. Et par exemple, quand la directrice des Baumettes de la prison de Marseille est menacée par les trafiquants de drogue dans sa chair, une menace de mort, eh bien il y va. Il y va aujourd'hui et demain pour dire à Marseille, je vous soutiens et je veux isoler les trafiquants de drogue. Votre réaction sur cet aspect ? Oui, mais encore une fois, dans la continuité du propos précédent, combien de fois on l'a vu cette image de M. Darmanin à Marseille ? Je crois savoir qu'il y a été à peu près, dans son précédent... comme ministre de l'Intérieur, il a lutté contre le trafic de drogue. Il a essayé de faire des places nettes, comme il dit. 34 déplacements à Marseille. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà, la question c'est... Il y a une 35e fois. Voilà, c'est formidable. Donc bon, ça pose question. Là aussi, on parlait de séquençage de communication, ça fait un peu séquençage de communication. Tout le monde sait très bien que la situation des prisons... C'est mieux que de ne pas y aller, de ne pas soutenir la directrice. Bien sûr, mais la question, ça va faire hurler mon ami libéral, mais il y a quand même une question de moyens derrière tout ça aussi, qu'on le veuille ou non. Il y a une question de budget. Gérald Darmanin arrive, très bien, mais alors le budget de la justice qui a déjà été augmenté considérablement. Qui a déjà été augmenté, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va permettre de recruter plus de surveillants pénitentiaires, oui ou non ? Parce que la question, c'est quand même ça aussi. Il va permettre que les affaires dans les tribunaux se traitent plus vite ou pas ? Il va recruter des greffiers ? Il va recruter des magistrats ? C'est ça les vraies questions posées par les syndicats de la pénitentiaire. Faire une opération comme avec 3 caméras et un point presse pour aller soutenir la directrice des Baumettes, c'est super. Mais ensuite, il y aura quoi ? Parce que c'est ça. Enfin, je veux dire, quand on fait de la politique, il y a aussi les résultats concrets qui sont aussi des résultats budgétaires. On est en fait juste dans un avant-tour des élections, de la prochaine élection présidentielle. Chacun se positionne. Le fait que Darmanin soit à ce poste-là, c'est aussi une manière pour lui de se présenter comme crédible, notamment face à quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est un concurrent direct. Une compétition entre eux. Il y a déjà une compétition. Mais en même temps, ils font binôme pour l'instant pour avoir l'air complice. Il y a la guerre des chefs au centre de la Macronie avec Gabriel Attal. Donc il y a un énième tour de ce qu'on pourrait appeler hyper-présidentialisme à la française. Et puis le deuxième élément, c'est que on ne sait pas combien de temps ils vont rester ce gouvernement. En fait, on part du principe, quand on parle, on se dit ils vont être là pour 2 ans, pour 1 an, mais si ça se trouve, dans 2 semaines, ils sont plus là. Oui, bon, mais ça, c'est l'instabilité. Christine Bouillot, vous voyez, ma pauvre Christine, vous allez m'en vouloir, mais là, je suis obligé de rendre l'antenne parce qu'on va passer à l'œil de l'expert, et donc vous ne réagirez pas sur Darmanin. Ah oui. De toute façon, je synthétise, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ah, formidable. C'est d'accord. Génial. Et il prépare 2027. Voilà. Écoutez, ça s'appelle une conclusion de Mettez-vous d'accord, parce que vous êtes d'accord avec eux, avec nos 3 invités. Je remercie donc et je vous souhaite à toutes et à tous, ceux qui nous écoutent pour Mettez-vous d'accord avec Valérie Expert le long de l'année, Mathieu Bachelone, Mehdi Raïch, Christelle Nias, mais Christine Bouillot d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Mettez-vous d'accord, restez avec nous, vous revenez demain, et puis lundi bien sûr avec Valérie Expert. Allez, à tout de suite pour l'œil de l'expert.